Salut les juristes. Alors comme je vous le disais sur Instagram, sur Snap et sur Facebook, eh bien j'allais interviewer un pote à moi qui a fait Erasmus en Angleterre, qui a fait Erasmus donc en 4e année, puis qui a enchaîné sur un LLM. On était ensemble à la fac de droit d'Avignon, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la fac de droit d'Avignon, mais lui il a dû changer en 3e année, il va vous en parler un peu plus. Donc Dorian, est-ce que tu peux nous parler de tes 2 premières années à Avignon rapidement et de ta 3e année à Aix? Pourquoi est-ce que tu as dû changer de fac? Ok, bon bah alors Avignon ça va être rapide, c'était un DUG donc de droit classique avec Prof John, qui à l'époque ne savait pas qu'il allait finir Prof John. Voilà, fac de droit à Avignon, tranquillement, les gens sont gentils, ambiance petite université, très bien. Et je l'ai quitté pour en fait faire Erasmus, parce qu'Avignon, en tant que petite fac, n'a pas de partenariat Erasmus en droit avec l'étranger. Donc il y a des domaines où ils peuvent partir à l'étranger faire Erasmus, je pense aux lettres, etc. Mais en droit, il n'y a pas de partenariat à Avignon. Donc j'ai dû trouver une fac qui proposait des partenariats Erasmus. Il y avait Lyon 3, je me rappelle bien, Aix, dans le sud. Montpellier, je suis pas sûr, je crois pas. Bref, décision de partir à Aix. Là, un peu la fleur au fusil en me disant que Erasmus, c'était limite un droit, quoi, d'y avoir accès. Mais en fait, non. Alors attends. Avant toute chose, chaque chose en son temps. Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir en Angleterre? Parce qu'il est allé en Angleterre en Erasmus. Oui. On l'a dans plein de pays, on a l'Espagne, l'Allemagne. D'ailleurs, Ouais. est-ce que c'est toute l'Europe? Est-ce que ça concerne aussi d'autres pays? Parce que des fois, il y en a qui partent au Canada. Est-ce que c'est dans le programme Erasmus ou c'est un autre programme? Et toi, pourquoi est-ce que tu as choisi l'Angleterre? Ouais, bah alors en fait, c'est une bonne question. Et du coup, moi, l'Angleterre, parce que je pense un peu comme toi, en fait, ça vient de peut-être la culture rock'n'roll, je sais pas, mais bon, bref. J'adore l'Angleterre. J'adorais déjà avant d'y aller, parce que j'ai pu faire des séjours là-bas, en vacances, etc. Et j'adorais. Donc je savais que je voulais y retourner. Bon, clairement, le but c'est professionnalisant, c'est d'avoir un bon anglais quand on travaille tous les jours. Puisque aujourd'hui, je pense que toi, à l'Assemblée, peut-être un peu moins, mais bon, en tous les cas, quand on travaille à Paris, dans une grosse boîte, clairement, on parle anglais tous les jours. Ou si on parle pas, au moins on l'écrit. Et donc pourquoi l'Angleterre? Donc pour ça, pour le langage déjà, parce que je parle pas allemand, bon, italien, tout ça, c'est peut-être un peu moins utile, faut dire ce qui est quand même, que l'anglais aujourd'hui. Et les pays comme tout ce qui est Allemagne, Pays-Bas, c'est des pays qui plaisaient beaucoup aux européanistes, je sais pas si ça dit comme ça, mais je crois. Donc ils font droit de l'UE, quoi, grosso modo. Donc eux étaient attirés par ces pays-là, mais moi l'Angleterre c'était pour un but donc professionnalisant et aussi par passion, on va dire. Il a dû donc aller en 3e année à Aix, tout simplement parce que la fac d'Avignon ne proposait pas de partir en Erasmus en Angleterre. Tu es parti dans quelle ville? Il y a plusieurs villes qui sont proposées sur les facultés. Aix, il y avait par exemple, de mémoire, il y avait Édimbourg, il y avait Dublin. À l'époque, c'était en 2013, donc ça remonte un petit peu quand même. Édimbourg, Dublin, Londres. Donc à Londres, il y a plusieurs facs. C'était UCL, qui est une très bonne fac. Exeter, là où je suis allé. Donc moi, j'ai postulé à 3 facs, parce qu'on a 3 choix possibles. J'avais mis en premier, je pense, Édimbourg, second Dublin, parce que c'est des capitales, tout ça, quoi. Et en 3e, Exeter, en me disant, Exeter, je connais même pas, c'est nul, mais bon, c'est un pays anglo-saxon, donc j'y go. En fait, je vous laisse aller sur Google. En fait, c'est une très grande fac Exeter, qui a des infrastructures énormes. Enfin, comparé à la France, ça on peut en parler après, mais en général, c'est beaucoup plus cher en Angleterre. C'est-à-dire que nous, on paye 0, voire on est boursier. Enfin, boursier, c'est 0€, sinon c'est 400€ la fac. Là-bas, ils payent 9000 livres environ par an. Mais ça se ressent au niveau des retours qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire qu'en retour, ils ont des gymnases énormes, ils ont des amphithéâtres énormes, etc., etc. Des cours en ligne tout le temps, bref. De quoi faire du soulevé de terre et des bonnes séances de squat là-bas. Ouais, clairement, ouais. Et donc surtout, ça en parle aussi après, d'avoir une passion. Là-bas, ils favorisent vraiment le fait d'avoir une passion, qu'on puisse faire un peu du travail, enfin des révisions, quoi. On en parlera après, je pense. Donc pour les facs, voilà. Donc Exeter, petite ville que je connaissais pas et que donc j'ai découvert en arrivant sur place, quoi. Et grande surprise, et je vous laisse aller sur Google. Et au final, quelles sont les conditions pour pouvoir postuler en Erasmus? Est-ce qu'il faut avoir spécialement des bonnes notes dans les 2 premières années? Est-ce qu'il faut passer par exemple le TOEIC, le TOEFL? Est-ce que c'est juste un bonus ou est-ce que c'est obligatoire? Enfin, comment ça se passe? Après, je pense que toutes les facs ont peut-être leur système qui leur est propre. Donc je vais pas dire des bêtises. Pour Aix, ça c'est sûr. Parce que ça m'a tellement stressé cette histoire de dossier que je pense que voilà, j'oublierai jamais. Donc oui, il faut avoir des bonnes notes. Vous inquiétez pas, j'étais clairement par le genre de promotion, j'étais loin de ça. Donc t'avais combien à peu près? Doug avec plus de 12 et la licence, mais j'avais pas non plus 15. J'étais vers les 12 et quelques, quoi. La licence, donc on postule en fait au premier semestre. Donc
Même si le second semestre est loupé, en général la réponse est donnée avant, donc on le sait à la fin du premier semestre si c'est bon ou pas pour Erasmus. Donc semestre de L2 tu parles? Donc de L3. On postule en L3 pour le M1. Ah oui, parce que t'es parti en M1. Ouais, voilà. Donc le DUG est fait, on est en L3, on fait son premier semestre, on postule. Mais je sais qu'il y a des facs où on peut partir en L3 aussi. Hein. Moi j'ai fait M1, mais il me semble que. Et donc premier semestre de L3 qui compte aussi. Lettre de motivation, parce que bon, c'est bien beau d'avoir des bonnes notes, d'avoir un TOEIC, etc. Mais si on y va pour dire j'y vais pour découvrir sans plus, c'est un peu limite. Donc lettre de motivation, note correcte, le TOEIC obligatoire avec minimum 750, si je me souviens bien. Vaut mieux taper le plus haut possible, parce que 750, plein de gens l'ont. Donc il faut un anglais plus, je pense. Alors vous allez me dire, ah mais attends, mais je suis jamais parti en Angleterre, comment je fais pour avoir un bon anglais? Aix par exemple, alors je vante les mérites, hein. Alors là les Aixois vont m'aimer. Ils ont un laboratoire de langue qui est très bien, avec des PC Macintosh. Et donc du coup tu peux t'entraîner dessus. Et donc moi quand le vendredi j'avais pas cours, je me forçais à aller au laboratoire de langue pour pratiquer les tests du TOEIC. Et donc améliorer mon anglais, qui à la base, comme vous et moi, voilà, tu vas au lycée t'as des cours d'anglais, voilà, c'est un peu léger quoi, et c'est clairement pas suffisant pour passer un TOEIC. Et au final, ça a été un véritable investissement donc au niveau de ces cours d'anglais, parce que toi, t'étais pas, si je me souviens bien, t'étais pas ouf en anglais, non? Bah, ça passait, mais j'étais pas ouf, j'étais pas, enfin voilà, au bac j'ai des bonnes notes, etc. Mais bon, ça reste un niveau bac. Non, j'avais pas un bon anglais, mais j'avais pas un mauvais anglais non plus. De mémoire, j'étais meilleur que toi. Avant que tu partes. Après, forcément, non. Moi, je me souviens que t'avais ragé parce que j'avais fait le discours d'un roi et t'étais énervé parce que j'avais meilleur que toi, rappelle-toi là. Mais si, on avait été d'anglais et j'avais vu. Ah, mais oui, mais c'est parce qu'il avait. C'est parce qu'il avait pris des cours avec la mère d'un pote et elle lui avait dit exactement comment prononcer les mots. Voilà. Enfin bon. Non, en fait, ça, faut en parler. J'avais fait des cours en effet avec la mère d'un ami qui est prof d'anglais pour la prononciation. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que. C'est hyper important, c'est comme ça quoi. Parce qu'au TOEIC, t'as à la fois des. TOEIC, non. Il y a pas, mais c'est important par rapport au fait que t'arrives dans un pays. C'est quand même sympa de prononcer un minimum correctement les mots quoi. Donc j'avais pris des cours en effet avec cette personne-là, que je remercie, que je salue. Et donc non, pour le TOEIC, c'est vraiment que l'écrit. Et encore écrit, c'est même pas, c'est des QCM. C'est compréhension orale et compréhension écrite. Au final, tu n'écris pas et tu ne prononces pas. Par contre, si tu fais le TOEFL, c'est le cas. Et le IELTS, pareil. Enfin bref. Oui, mais le fait de bosser sur la prononciation, ça peut t'aider pour la compréhension orale. Ouais, clairement. Ah ouais. Bon, au final, vous voyez, ça a été un vrai investissement parce que, comme il dit, les jours où il avait pas cours, il allait travailler il allait faire des tests blancs du TOEIC au final. Au labo, Il a pris des cours avec la mère d'un pote, etc. Donc, ça, honnêtement, les cours que j'ai fait en plus, c'était vraiment pour moi. Honnêtement, le labo, c'est ce qui m'a apporté le plus grand bien, quoi. C'était les bouquins de grammaire. Que j'ai plus, le laboratoire, les cours que je faisais c'était en L2 quoi, enfin c'était juste voilà quoi. Et est-ce que tu te souviens du jour où tu as eu ta réponse? Parce que moi j'ai un souvenir comme quoi c'était mort en fait. Je crois que c'était mort et au final on l'a rappelé pour lui dire que non c'est trompé ou quelque chose comme ça. Tu peux nous le dire? Je dirais pas son nom de Claire mais qui va se reconnaître. Bonjour aussi à elle, avec qui j'ai beaucoup échangé après, de la fac d'Aix, qui en effet, en fait, la fac d'Aix, parfois ils font des petites feintes, du genre, ils oublient de t'envoyer un email, quoi, ils oublient de te prévenir, ou ils comptent mal. Non, je sais pas s'ils le font tout le temps, mais en tout cas, ce qui s'est passé, en gros, la réponse, j'en avais pas, donc je vais voir le laboratoire, je sais plus comment ça s'appelle ce service, mais en gros, ceux qui s'occupent d'Erasmus, quoi, le service aux relations internationales, je sais pas comment est-ce qu'ils le nomment, bref. Et donc je vois la responsable, je dis en fait j'ai pas reçu d'email pour Erasmus, donc j'imagine que silence vos refus. Ouais, silence vos refus, mais votre nom c'est quoi au hasard quoi, on sait jamais si je vérifie quoi. Puis elle recompte, parce qu'il y a un classement en fait, et elle recompte, elle me dit mais en fait votre troisième vœu, c'est bon quoi, vous l'avez, pour Exeter c'est bon. Alors que 4 jours avant, je traîne chialer en me disant putain j'ai loupé Erasmus. Donc en fait ils avaient mal compté, ils avaient mal classé. Et donc j'ai eu Exeter qui était mon troisième vœu, mais j'étais quand même très content parce que peu importe que j'ai pas eu Édimbourg ou Dublin, voilà, quand je partais à l'étranger, faire mon Erasmus, c'était mon but depuis la... Oui, ça c'était un projet qui est né très tôt pour moi, depuis la L1, donc voilà quoi. Financièrement, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que moi, il me semble qu'on a des bourses quand on réussit à choper un Erasmus, mais est-ce que c'est suffisant? Clairement, non. La bourse en fait c'est la bourse que vous avez en France, c'est à dire que vous postulez pour le Crous, grosso modo j'avais genre 150-200 euros par mois quoi, de bourse. C'est la bourse PRAM qui est en plus, elle s'appelle PRAM, P-R-A-M-E. Donc la bourse PRAM en plus de la bourse que j'avais en France en général quoi.
Donc je sais pas, j'étais vers les 400 à 500 euros je pense d'aide environ, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais Ok. donc clairement voilà, s'il n'y a pas tes parents qui t'aident, encore Exeter c'était pas cher, donc honnêtement si tes parents te filent 300 euros par mois, moi c'est pas toi qui peux le faire, on est d'accord, ça passe. Sinon tu peux aussi bosser sur place. Ça je sais pas si c'est un sujet que je peux aborder maintenant ou pas, mais en fait les horaires, il y a très peu de cours. Il y a- Voilà, c'est ce qu'on va voir. Parce que justement, est-ce qu'il y a autant de cours qu'en France? En France, on avait 6 ou 7 Ouais. matières. Ouais, Là, je pense qu'il y en a la moitié, hein. Enfin, tu vas je nous vais le te dire. raconter, ouais, mais ouais. Et est-ce que la difficulté, est-ce que vraiment c'est justifié le fait qu'il y ait 2 fois moins de matières? Parce qu'on pourrait se dire, Ouais, bon bah il y a la barrière de la langue, il faut se familiariser avec cette langue. ouais. Mais en contrepartie, on a 2 fois moins de matières. Est-ce que vraiment Ouais. c'est un réel boulot, ou est-ce que, comme on dit, on va en Erasmus pour se la toucher un peu et pour faire des soirées? Il y a un peu des deux. Et on valide un M1 comme ça, bah, en ayant fait pas grand chose. Dire, attends, un truc qu'on n'a pas dit, t'es parti 6 mois ou un an? Un an. Voilà, parce qu'on peut partir, il me semble qu'on peut Ouais. partir 6 mois. Alors, 6 mois, je vous le dis à l'avance, honnêtement, je vois pas. Après, prends tout ce que je dis depuis le début, enfin ce que je vais dire en tout cas, pas tant maintenant, parce qu'avant c'était des conditions d'éligibilité, tout ça, c'est pour tout le monde pareil. Par contre, ce que je vais dire après, ça chacun vit différemment. Moi je connais des gens qui n'ont pas du tout aimé Erasmus, bon, très peu, hein, mais qui sont toutes les vacances, ils partaient chez eux, ils rentraient chez eux, donc il n'y avait pas. C'était vraiment pas compatible avec le truc quoi en fait. Hein. Moi c'est l'inverse, clairement j'étais à fond dans le truc, donc voilà, mais c'est pas tout pour tout le monde pareil, donc ça c'est un ressenti personnel. Pour les matières, je pense que c'est assez objectif ce que je vais dire. Il y a beaucoup de matières, il y a environ 9 heures de cours par semaine, j'ai inclus ITD. Par contre, on a ce qu'on appelle des reading lists, donc des listes de lecture, quoi. Et ça, en fait, tout dépend de chacun. Si on veut s'investir à fond et se taper toute la lecture, faire des résumés, comprendre, c'est un droit qui marche à la jurisprudence. Donc si on veut vraiment apprendre beaucoup de choses, connaître les opinions dissidentes des juges, parce que les juges là-bas aussi, on connaît leur nom. En France, quand il y a un jugement qui est rendu, on ne sait pas si c'est juge machin qui a décidé ou pas. D'abord, on connaît l'opinion de tous les juges, les dissidents et les majoritaires. Donc si on veut vraiment chercher, creuser le truc, 9 heures de cours, c'est beaucoup, parce que tu auras au moins 15 heures à faire chez toi. Minimum. Mais en France, tu me diras, c'est la même, puisqu'on a 20 heures de cours et au moins 15 heures chez nous, parce qu'on a été là préparé. Donc il y a moins de travail, mais il y a quand même du travail personnel à faire. Voilà, en plus des cours que tu as qui sont obligatoires. Donc tu as peu de cours en présentiel, on va dire, mais tu as quand même beaucoup à la maison, et ça, c'est à toi de voir si tu veux vraiment t'investir à fond ou pas. Les Anglais, c'est très rare qu'ils redoublent comparé à la France. Donc en général, tout le monde valide. Par contre, la question, c'est est-ce que tu valides avec un first, qui vaut en gros une mention très bien, ou avec un second class, donc ça veut dire une mention assez bien, ou avec un pass, un passable quoi. Et clairement, la distinction se fait au niveau, là ça s'appelle une distinction, la différence se fait au niveau des gens qui ont un first ou un upper second class, bref, ceux qui ont les mentions quoi, voilà. Et c'est ok. Et du point de vue social, Ouais. est-ce que ça a été difficile de rencontrer des personnes? Ouais. Est-ce que t'es le genre assez ouvert, ou est-ce que t'es le genre plutôt fermé, et Ouais. t'es le genre à payer ta bouteille en soirée ou pas, à dépenser 200 euros par week-end en alcool, non? Ouais. C'est des petites piques, hein, mais je répondrai pas parce que je vais pas me laisser avoir dans ce petit jeu. Hein. En gros, rencontrer des gens c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu pars en Erasmus, je pense pas que tu sois le seul de ta fac à partir en Erasmus. Donc t'es avec des gens. Moi c'était le cas. On était d'Aix. On était Marie, 4, on était 4, 3 filles et moi, donc on est devenus meilleurs amis, tout ça, machin chouette. Hein. Donc tu crées des liens aussi, hein, tu crées des liens forts avec des personnes. Enfin, en tout cas, moi c'était mon cas. J'espère que c'est pareil pour les autres. Si c'est pas le cas, bah écoutez, vous avez pas aimé Erasmus, tant pis, hein, c'est la vie. Donc tu es avec des gens de ta fac. Donc déjà, eux, tu les connais. Ou pas, mais tu vas les connaître. Parce que tu les rencontres et donc voilà, tu es de la même fac, tu te serres un peu les coudes, tout ça. Après, tu as des semaines d'intégration. Et c'est pas les mêmes qu'en France, quoi. C'est pas la soirée d'intégration où justement tu poses ta bouteille à 200 euros, tu fais ton beau gosse avec ta chemise et tu rentres chez toi. Non, là c'est. Bon, déjà, voilà, c'est une semaine d'intégration entière, il y a des activités, donc tu rencontres plein de gens. Il y a ce qu'on appelle des society là-bas. Donc les society, c'est des associations, si tu veux. Okay. Donc les society de ping-pong, de basket, de boxe. J'ai beaucoup de boxe là-bas, justement, donc c'était bien pour ça. Bref, en gros, tu trouves des gens qui ont des points communs avec toi, si tu veux. En une semaine quoi, tu t'es fait genre 1000 potes, plus ceux de ta fac qui t'es resté parce que bah justement voilà, tu t'aides, voilà. Donc tu rencontres plein de gens, après des gens locaux donc qui sont pas de la fac et pas d'Erasmus, bah c'est un peu plus dur parce que ça a tendance à rester entre étudiants, notamment quand tu as un campus comme c'est le cas à Exeter, t'as un gros campus donc tu vis dans le campus
Les facs de Londres, c'est moins le cas, il y a beaucoup moins de campus que c'est intégré dans la ville et donc c'est plus modèle à la française, on va dire. Donc ouais, tu rencontres des gens facilement, c'est obligé honnêtement. Même si t'es timide, je pense que les gens de ta fac vont au moins faire l'effort de te parler, de dire ah bah et tout, viens avec nous, hein, bref. En Angleterre, ils sont plutôt ouverts ou pas? Les Anglais. Voilà, la question franchement elle est délicate parce que déjà entre Londres et Exeter, la culture n'est pas la même honnêtement. C'est une capitale avec des gens de toute nationalité. Exeter c'est plus vraiment anglais on va dire. Puis il y a un gros campus donc les gens c'est des étudiants, c'est pas pareil. Mais oui, généralement oui c'était ouvert. Après tout dépend de toi. Si toi aussi t'es pas ouvert à eux, ils vont pas l'être. Mais si tu fais pas le le français péteux quoi, ça va aller quoi. Honnêtement il y a beaucoup d'anglais qui aiment pas les français, hein, je vous le dis. Hein. Mais il y en a beaucoup qui les aiment bien aussi. Et puis ceux qui t'aiment pas, bah, tu leur fais comprendre qu'en fait que t'es pas un mec qui mange l'escargot avec sa baguette de pain et qui est prétentieux quoi. Et puis tout va beaucoup mieux. Et le prix moyen d'un loyer là-bas, du coup, c'est combien? Est-ce que tu vivais tout seul? Est-ce que tu étais en coloc? Et d'une manière générale, quel budget il faut pour pouvoir vivre là en l'occurrence à Exeter en tant qu'étudiant quoi? Donc Exeter, donc c'est beaucoup moins cher que Londres par exemple, où j'ai fait mon LLM. Ça reste quand même assez élevé. Je pense que c'est comparable avec Aix. Là-bas, ils fonctionnent en fait par des prix à la semaine. Donc tu vois un prix du loyer qui est à la semaine. Donc c'est moins effrayant, mais c'est plus chiant. Donc voilà, donc en gros, en général, c'était le minimum, c'était 90 pounds la semaine, jusqu'à 150 pounds la semaine. Et j'étais en coloc, et en fait c'était une coloc qui était organisée par la fac de Aix, dans le sens où la fac d'Aix a des partenariats, comme avec la fac d'Exeter, avec le campus d'Exeter, et donc ils nous réservent des logements. Donc j'étais dans un bâtiment avec mes collègues de la fac d'Aix. Et c'était génial quoi, c'était hyper cosy, hyper sécurisé, enfin comme je vous ai déjà dit en fait, ils payent 9000 € l'année, même plus, enfin 9000 livres l'année, mais le résultat il est, ça n'a rien à voir, que les moyens c'est pas les mêmes quoi. Il y a des bâtiments énormes, il y a des soirées énormes, des cours énormes, ce que vous voulez, tout est énorme en fait. Ok, bon là tu nous as dit pour le loyer, et le budget d'une manière générale si on compte la nourriture, moi, je dirais, un minimum de loisirs, tout ça. Je dirais il faut, en gros si vous n'avez pas eu entre 800 € et 1000 c'est large. Hein. Voilà, je dirais 800 € là. 800 € ça me paraît bien. Je vous le redis, vous pouvez travailler là-bas. Honnêtement, ça peut être une bonne chose parce que ils sont vachement ouverts au travail étudiant. Parce que là-bas c'est une coutume, parce qu'en effet c'est pas tout le monde qui peut payer 9000 € par an de fac d'inscription, donc ils le savent les Anglais. Donc le système est adapté à ça. Ils font des crédits qui sont aux conditions beaucoup plus élargies qu'en France, où tu rembourses que quand tu as un salaire qui a atteint plus de 20 000 € par an, par exemple. Donc tu rembourses après. Ils te permettent d'avoir des horaires adaptés, pas beaucoup de cours, donc c'est des part-time jobs, donc tu fais un mi-temps. Ça peut être un mi-temps, ils ont des contrats qui s'appellent les Zero Hour Contracts. Donc tu travailles en fait, tu peux travailler 0 heure une semaine, et puis 20 heures quand il y a un gros rush. Bref, ils sont vachement flexibles. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, ça vous jugez par vous-même, c'est font une travail social là. Mais c'est beaucoup plus flexible. Donc l'étudiant peut vraiment travailler dans un bar, dans un magasin de chaussures, où vous voulez quoi, et travailler et étudier en plus. Voilà. Et moi je pense que c'est une bonne chose. Je l'ai pas fait parce que je suis un sportif infeignant. Et donc j'ai préféré faire du sport. Parce qu'il a été financé par papa et maman. Ah bah ça va, c'est et je suis boursier, donc c'est bien que les parents sont pas milliardaires. Hein. Et donc du coup, oui non mais de tous mes amis Erasmus, tous mes amis de Aix, c'était pas des milliardaires les copines. Et les parents, oui, aidaient clairement. Après on aurait pu travailler. Après on n'est pas renseigné. Moi je vous le dis, je vous renseigne. Vous pouvez travailler à côté. Je pense que c'est pas si dur que ça. Tout dépend de votre capacité à vous adapter sur place. Si vous voulez profiter à fond d'Erasmus, on va dire voilà, écoute, c'est pas grave, je fais un crédit, je travaille pas mais je profite à fond, je fais du sport, je rencontre des gens. Voilà, tout dépend de vous en fait, mais vous pouvez le faire. Et je dirais budget 800 €. Voilà. On va parler un peu plus du fond du droit. Est-ce que la common law est vraiment différente de notre droit français qui lui est plus hérité donc du droit romain? Ouais, grosse différence donc par rapport au fait que notamment voilà, les jugements en Angleterre, on sait les opinions dissidentes, on connaît les opinions des juges, tout ça. Pourquoi? Parce que donc le poids du jugement est bien différent que celui en France. La jurisprudence elle peut aider. D'ailleurs elle a beaucoup aidé puisque la réforme du code civil qui s'est beaucoup inspirée de la jurisprudence, donc elle a un poids en France cette jurisprudence quand elle est codifiée, comme c'était le cas pour le code civil. Mais là-bas elle a encore plus de poids parce qu'honnêtement un juge va pouvoir dire en seconde instance, inversement, donc en seconde instance, le juge de première instance a donné cette réponse-là, ce juge il est très réputé, il est très bien vu par ses confrères, donc moi, juge d'appel, je vais pas me mouiller, je vais suivre, et inversement, quand ça va être jugé donc, par une juridiction suprême, le même cas revient en première instance,
on va suivre. On va dire voilà, son suprême a dit ça, moi je suis en première instance, je suis cette opinion-là. Donc oui, c'est important. Ils ont des codes, vous inquiétez pas. Il y a des codes de commerce, tout ça. Ça répond à la question des matières. J'ai fait business law, employment law, tort law qui est obligatoire, qui est droit civil. Donc employment c'est emploi, vous avez compris. Business, voilà, compris aussi pareil. Donc business law c'est company law grosso modo, sur les affaires et de société. Et donc là il y a des codes. Par contre en effet, tort law, droit civil, c'est beaucoup plus jurisprudentiel. C'est des... je sais pas si je pourrais comparer en France, mais bon... c'est comme si un jour il y avait une jurisprudence qui avait défini l'article 382 quoi. Voilà quoi. Donc les JP est importante. Les principes fondateurs sont créés par la JP quoi. Ouais, bon, ça arrive quand même en droit français. Hein. Je pense par exemple à l'article 1384, alinéa 1er, qui dégageait les principes généraux. Enfin bon, là tu nous as donné des illustrations concernant les différences Angleterre-France, droit anglais, droit français. En fait, mais concrètement, puisqu'on va pas faire un cours quoi de toute façon, est-ce que pour toi ça a été difficile de t'adapter en fait? Au début, les TD, franchement, je vous le dis, les TD à l'oral, c'était un peu la cata, quoi. Ça, c'était à cause de la langue ou c'était à cause du droit? Ouais, c'est à cause de la langue et puis des fois, des fois c'est complexe. On arrive en L3, en M1 plutôt, on sort de la L3 et les matières que j'avais prises, en fait, on a un choix, donc ça c'est cool. Tort law, c'est obligatoire de mémoire, donc c'est droit civil, grosso modo. Mais company law, c'était une matière de 3e année. Employment law aussi. Alors que tort law c'était une matière de première année de découverte on va dire. Et donc la complexité de la matière était différente. En employment law c'était quand même assez tendu. Donc c'est droit social là-bas. Company law aussi. Alors que tort law, il y avait des images, il y avait des PowerPoint, c'était mignon, c'était expliqué pour les mecs qui débutaient le droit quoi. Donc voilà, ça variait par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en company law et tout, parfois j'avais du mal parce qu'il y avait des raisonnements qui n'étaient pas, je les ai plus en tête, mais des réflexions juridiques qui n'étaient pas les mêmes qu'en France quoi. Les solutions n'étaient pas les mêmes. Je sais pas, je pensais par rapport aux livraisons, etc. Oui. Qui c'est qui a la charge du risque, ceux qui pèsent le risque. La problématique était la même, enfin on partait d'une problématique commune, c'est juste les solutions qui divergeaient quoi. Parfois, et puis en effet je partais en pensant en mode droit français quoi. Et je me m'éloignais du sujet, donc voilà, c'est des petites subtilités on va dire. Bon, ce qui est dur honnêtement, ce qui est dur c'est de rédiger des belles phrases en anglais. Au début on n'y arrive pas, on pense trop en français quand on n'a pas vécu là-bas. Après on s'y fait, on commence à lire et ça commence à devenir plus naturel. Ce qui est dur c'est de se faire comprendre à l'oral aussi parce que parfois il y a des accents qui sont assez forts. Par contre là où je vous rassure c'est que les termes juridiques, le vocabulaire juridique anglais il est vraiment similaire au droit français. Jurisdiction, code, commercial, commerce, business, vous comprenez quoi, c'est les mêmes mots dans beaucoup de employment. Il y a plein de mots qui sont similaires, il y a des mots qui ont des particularités, et ça vient en fait du fait que pendant un moment, le droit anglais en fait, quand les Anglais sont venus chez nous, et inversement, ils se sont servis du droit français pour chez eux. Donc en gros, tu avais des décisions pour les tribunaux anglais, on va dire, si tu veux, qui étaient inspirées du droit français. Et donc il y a eu un mélange des genres, quoi. Ils sont vachement inspirés du droit français du fait qu'ils sont venus chez nous et inversement. Et ça a vachement influencé. Alors je sais plus à quelle époque c'était et sous quel droit, je vais pas dire de bêtises, mais c'est de là que ça vient, que du fait qu'il y ait beaucoup de jurisprudence, les gars, c'est le même mot aussi. Donc du coup, voilà. Mais après, au-delà de ça, de toute façon, l'anglais et le français, ils ont la même racine, à savoir le latin. Ouais, franchement, il y a des grosses différences. Enfin, quand tu parles là-bas, honnêtement, c'est plus simple, je pense, pour un juriste de parler de questions de cours juridiques, parce qu'ils auront les mots qui vont leur venir naturellement. Contrat, contract, ça va leur venir direct. Préjudice, pareil, c'est les mêmes mots, honnêtement. Alors que si tu parles de la pluie du beau temps, que tu parles je sais pas moi, d'autres sujets, ça va être plus complexe, quoi. Vraiment, les mots sont assez similaires et je pense que ça aide beaucoup à comprendre. Et l'anglais juridique est bien écrit et c'est clair, honnêtement, je trouve, et c'est facile à comprendre. Plus que lire les news de BBC, quoi. Ok, bon, et de toute façon, d'une manière générale, avec du boulot, ça passe. Déjà, d'une manière générale, il faut que tu aies pris ton TOEIC. T'es pas pris comme ça, donc il faut que tu aies un bon anglais à la base, déjà, minimum. Honnêtement, j'étais pas bon, mais il faut que tu aies un anglais minimum, quoi, voilà. Donc déjà ça, puis sur place, tu t'investis, puis voilà, tu parles avec des gens, tu rencontres des gens, tu t'habitues. Et Ok, t'as validé ton année d'Erasmus, donc ta 4e année avec combien de moyenne à peu près?
Avec 12 et quelques, et heureusement, parce que ça c'est une autre question qui va venir après, je crois. C'est les conditions pour d'accéder au LLM. Et en fait, il m'avait demandé d'avoir un second class, ça s'appelle, donc c'est mention assez bien. Ok. Donc c'est plus de 12. J'avais eu 12 pile poil. Et avant de parler du LLM, c'était quelle forme d'examen? Est-ce que c'est comme ici ici on a des commentaires d'arrêt, des dissertes, des cas pratiques, Ouais. etc. Est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a plus format QCM, des trucs basiques? En fait, j'ai tellement de choses à dire sur l'Erasmus au niveau de tout, de la vie, etc. Ça, c'est encore un truc qui est hyper intéressant et hyper différent de la France. Les examens sont très flippants là-bas, mais très très flippants. Dans le genre, déjà, il y a un mois de révision, donc ça c'est super. T'as un mois pour réviser. Imagine en France, t'as une semaine tout juste avant Noël, tu sais, t'es bien dégoûté quoi. Là, t'as un mois là-bas pour réviser, donc ça c'est énorme. C'est le review month. Donc, pendant un mois, tu révises, donc c'est le top. Genre en gros, je dis pas que je l'ai fait, mais bon. Pendant 6 mois, tu fais pas grand chose, et puis en un mois, tu mets un gros coup de fouet quoi, et tu prends des bouquins qui résument, tu grattes les cours et voilà. Et le jour de l'examen. Là c'est impressionnant en Angleterre, ils sont, mais comment dire, tu sais, en France t'arrives, t'as tes copies qui sont placées, le prof arrive en retard, le surveillant, tu connais, tu as fait la semaine dernière toi, le mec surveille à l'arrache, tu pars au shot, pas de soucis. Ouais, je surveillais l'arrache. Non mais je veux dire en France, moi qui l'ai vécu, toi qui l'as vécu, je veux dire, on est surveillé, tu vois, les mecs qui pompent, voilà, ça passe quoi, c'est la classique quoi. Là-bas, comment te dire que tu prends ta trousse, juste ta trousse, ton sac qui est dans un coin mais rangé, mais faut voir comment. T'as un numéro sur sa table, t'as une convocation, t'as des mecs avec des chasubles véridiques, hein, avec écrit dessus genre sécurité, tu vois, mais je sais plus ce qu'ils mettent dessus, genre examinator, je sais pas quoi, bref. T'as un grand gymnase avec genre, je sais pas moi, 500 personnes, je m'en bats honnêtement, c'est des grands gymnases, et t'as une grande pendule qui est projetée par un projecteur sur le mur, et puis te rappelle les conditions de l'examen pendant un quart d'heure, attention de pas tricher, machin chouette, si vous êtes pris, nanana. Balance le chrono, ça commence. Là, pas de sortie, si tu vas au shot, faut que tu files ton nom, machin, tout le bordel. Ils surveillent partout. Enfin bref, conditions assez pesantes d'examen parce que c'est grand, y a des mecs qui te surveillent. Enfin, c'est bizarre quoi, c'est pas l'amphicosie quoi. Et en fait, je pense que chaque matière a des systèmes différents d'examen. Moi, j'avais eu Tort Law cas pratique, Employment Law cas pratique et Business. Il y avait une question qui s'appelle des essays, donc E2SAY. Et en fait, ils ont ça toute l'année. Ils ont souvent des essais qui sont des dissertations en fait. Donc tu fais des dissertations toute l'année, qui sont assez importantes. Et à la fin, tu as des questions cas pratiques et parfois une question d'essai. Du genre, que pensez-vous du principe de machin chouette, voilà. Et après, les cas pratiques. Donc j'avais eu qu'une matière avec une question d'essai, qui est un peu plus juridique, où tu réfléchis. Et le reste, c'est que des cas pratiques. Mais encore une fois, je pense que chaque matière a ses différences. Moi, il y a aussi donc, pour les examens, il n'y avait qu'une matière où j'avais droit au code, c'était en compagnie law. Le reste, Tort Law et Employment Law, c'était clairement du par cœur, faut dire ce qui est. Il fallait apprendre par cœur les numéros des articles quand il y en avait, ou des jurisprudences quand il y en avait. Et voilà, alors qu'en France, c'est vrai qu'on a quand même l'appui, sauf Alex, du code pour t'aider en tant que support quoi. Bon, pas qu'avec, je pense. Puis là, en l'occurrence, la semaine dernière, ils avaient le droit au code. Oh, Des fois, ils ont le droit au code. ah c'est beau ça, bravo. Donc, tu nous as dit que tu avais eu 12 de moyenne à peu près en Ouais. 4ème année. Ouais. Et donc ça t'a permis d'entrer dans un LLM. C'est quoi le LLM? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment c'est utile? Pourquoi t'as voulu rester là-bas déjà en 5ème année? Pourquoi t'as pas voulu rentrer en Master 2 en France? Voilà. Bon, il y avait des raisons personnelles, on va dire, pour pas rentrer en France. Voilà, je vais pas m'étaler. Donc je voulais rester là-bas parce que le LM déjà c'est un gros plus. Qu'à la base je voulais faire déjà, hein, dans tous les cas. En France, ils le faisaient. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des LM qui sont en France. Tu restes en France, tu as un LM. Bon, clairement, c'est plus intéressant si tu es à l'étranger. Donc, moi, j'ai des raisons personnelles, on va dire. Plus, c'était une très bonne fac qui me proposait de m'accepter. Enfin, que j'ai postulé, qui me disait OK, sous la condition d'avoir 12 de moyenne, que j'avais eu et qui m'ont accepté. Donc, ça s'appelle Queen Mary à Londres. Et bon, c'est une très bonne fac, tant qu'à faire, je reste quoi. C'est une opportunité, c'est valorisant, je reste là-bas. Donc j'ai quitté Erasmus, Exeter donc, pour après aller à Londres, faire ce LM, donc ça veut dire Master of Law grosso modo, c'est des trucs latins, hein. Donc je traduis Master of Law. Et là dans le LLM, il me semble que t'as toutes les matières quoi, t'as pas la moitié des matières comme en Erasmus. Mais non. Ah bon? Détrompe-toi, hein. En fait c'est l'arnaque jusqu'au bout quoi. Non, en fait c'est honnêtement, pareil qu'en Erasmus, il y a peu de matières, il y a peu de cours. Là c'était plus compliqué honnêtement les examens je trouve. Puis tu as aussi un mémoire à faire à la fin, donc une vraie rédaction qui te prend quelques mois quand même, une mini-thèse on va dire. Non, il y a peu de matière comme en Erasmus, le niveau est un peu plus élevé je trouvais.
Quoique, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers, alors qu'en Erasmus, sachez-le, vous êtes mélangé avec les étudiants locaux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence. Moi, quand je faisais mon examen, on ne savait pas si j'étais français, anglais ou pas. Donc j'étais noté comme un anglais. Alors qu'en LLM, souvent, l'aspect international il est plus marqué. Donc les correcteurs savent que 3/4 des gens sont étrangers. Donc c'était plus simple dans le sens où le niveau de compétition par rapport à l'anglais juridique était moins élevé. Par contre, la technicité était plus poussée. C'était des matières de spécialité. Je pense aller un peu plus loin. Mais c'était plus dur l'Erasmus au final quand j'y pense. C'était plus dur l'Erasmus par rapport au niveau de compétition qu'il y avait. Après, on est allé plus loin dans le LLM parce qu'il y a la mémoire à faire, comme je vous disais, etc. Voilà. Et en LLM, parce qu'on parlait des aspects financiers tout à l'heure, tu n'avais plus les mêmes bourses peut-être. Alors LLM, clairement, là c'était la dèche. Là c'est clairement, là je vous le dis, il faut. On sort d'Erasmus en fait, Ouais. si je ne me trompe pas. Ouais. Et du coup, on retombe dans une filière classique, on se Ouais. débrouille par ses propres moyens, quoi. Bah, surtout qu'en fait, moi, il y a des facs qui font des partenariats. Je crois qu'avec ils font des partenariats par exemple. Ils font moitié-moitié, moitié France, moitié là-bas. Mais moi, clairement, c'était perso quoi. Hein. C'est moi qui dis, ok, bonne idée, LLM, coup de mairie, très bien. T'as deux solutions, ou t'as les parents, ou t'as la banque, et même si tu travailles sur place, là par contre t'oublies. Le travail sur place, il ne suffira pas. Parce qu'en fait, tu t'es au même niveau que les Anglais, toi aussi, tu payes 10 000 boules quoi. Ouais. Sauf, je pense qu'il y a des facs qui doivent faire des trucs, mais moi j'avais quitté Aix, donc... Parce que Erasmus, pour l'année d'Erasmus, en c'est fait, gratos. ouais, t'as payé le même prix que la fac d'Aix, quoi. J'ai payé gratos, j'étais boursier, donc j'ai rien payé, alors que les Anglais ont payé 9 000 euros. Ouais. Donc je fais une belle économie. Économie que j'ai perdue en payant le LLM. Voilà. Ok. Donc là, clairement, je vous dis, oui, allez voir une banque, demandez un prêt, allez voir votre grand-père, allez voir qui vous voulez, j'en sais rien, enfin un truc quoi. Trouver une solution parce que même en travaillant sur place, vous n'aurez pas les 8 à 15 000 ou même 20 000 euros selon les facs où vous allez pour payer un LM. Ceux qui veulent partir à New York, c'est même pas la peine, c'est vers les 80 000 euros. Et je mens pas, hein, c'est pas des trucs, ça paraît ouf, mais. Donc voilà, donc là il faut clairement un financement à part. Le travail ne suffira pas sur place. Bon, ok. Et au final, faire Erasmus, faire LLM, Ouais. est-ce que ça a été un véritable plus quand tu es rentré en France? Parce que tu es rentré en France, là on est à Paris d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas resté en Angleterre? Ouais, bah alors ça va être long, hein, mais bon, j'explique quand même. Au moins De façon synthétique. synthétique. Parce qu'un juriste, je l'ai déjà dit, un bon juriste doit être synthétique. C'est pas pour rien qu'on a des notes de synthèse à faire. Et là, Et j'ai oui. presque plus de batterie, alors que tu es synthétique. Alors en fait, moi je voulais être solliciteur là-bas, donc je voulais rester là-bas. Après LM, je voulais être C'est avocat. quoi solliciteur? Solliciteur, c'est grosso modo, c'est l'avocat français. Tu as deux différents types d'avocats. Tu as le barrister et tu as le solliciteur. Le barrister, il va à la barre. Le solliciteur, il va pas à la barre. Ça veut dire qu'en fait, le solliciteur, il est pas pour plaider en général, mais il plaide. Mais bon, en général, c'est pas son truc. Le barrister, il plaide. Donc le solliciteur, c'est un avocat, mais plutôt dans le sens conseil et pas contentieux. C'est clair, synthétique? Du coup, je voulais faire solliciteur parce que c'est beaucoup moins cher et surtout que les boîtes veulent des solliciteurs et pas des barristers. Le barrister, c'est peu utilisé. Le solliciteur est beaucoup utilisé par les boîtes. Donc ils cherchent des solliciteurs et pas des barristers. Les boîtes, c'est les law firms, hein, c'est les cabinets d'avocats. Donc voilà, je voulais faire ça. Faire ça, ou encore une fois, tu es encore très riche et tu dépenses 50 000 euros parce que tu fais une année de rattrapage plus le LPC qui est le CRFPA de là-bas et que tu as comme ça facilement, finger in the nose. Ou tu trouves un sponsor. Le sponsorship, par contre, c'est plus compliqué parce que tu es enfin, il y a une concurrence qui est énorme. Donc t'es pas le seul. Et donc moi j'avais postulé donc, chez des gros cabinets, donc Clifford Chance, tout ça machin, vous les connaissez, hein, c'est les mêmes qu'en France. Parce que les gros cabinets français, anglo-saxons, ben voilà, c'est chez eux. Donc je vous passe les noms, hein, Bird & Bird, les Clifford Chance, tout ça. Et donc tu fais un processus qui est hyper long. Et tu as plusieurs phases. Moi je suis jusqu'à la troisième phase, qui est celle de la personnalité, on va dire, et des tests de logique, etc. Et c'est là où j'ai échoué, le peu de fois où j'ai pu poursuivre les étapes. Et donc au final j'ai pas eu de sponsor pour la faire courte, donc j'ai pas eu de sponsorship et donc je devais faire face à une problématique qui était est-ce que je m'endette mais de fou à faire le JDL qui en fait c'est l'émetteur de licence plus le LPC et après avoir le trainee contract qui est 2 ans de stage obligatoire là-bas ou j'entre en France et je me dis remarque j'ai fait 2 ans en Angleterre, je vais bien réussir à m'adapter au droit français à nouveau et avoir le CRFPA. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet, le CRFPA. Voilà. Mais Alors, sinon, attends, parce que tu nous parles de solliciteur. Mais si tu avais voulu faire autre chose, peut-être pas, Paralegal, ouais. pas avocat, mais enfin, La solution, c'est en fait, tu as 3 échelons. Tu as le barrister qui va à la barre, le solliciteur qui est le conseil, et tu as le paralegal qui est l'assistant juridique, mais qui tend maintenant, parce que ça devient trop cher, les solliciteurs, qui tend de venir vers le solliciteur. Les barristers sont trop chers maintenant, donc ils prennent des solliciteurs, ils sont aussi trop chers maintenant, donc le paralegal commence à être un peu réévalué dans sa fonction de plus d'assistant, mais plus de juriste. Ok.
Voilà. Donc tu pourrais faire paralegal. Tu fais paralegal là-bas. Et là, tu aurais eu moins d'entraves en fait, moins d'obstacles. Ah bah là, paralegal, c'est bon. En fait, t'as ton LM, t'as fait ton Erasmus ou quoi. T'as un bon niveau, c'est suffisant. T'es embauché. Par contre, clairement, les rémunérations sont pas folles. Surtout quand tu vis à Londres. Je pense qu'un paralegal, il gagne 2000 pounds par mois, à part qu'il en passe 1000 et quelques, enfin un peu moins dans son loyer. Puis, ouais. Bref, pas très intéressant quoi, financièrement. Donc du coup, t'es rentré en France. Ouais, et là, ça se vend bien. Et là, qu'est-ce que t'as fait quand t'es rentré? Bah là, je t'ai perdu complet. Parce que, après, bah, ça c'est mon cas. Ça, c'est pas tous les cas comme ça. Je suis rentré hyper tard. Je raconte ma vie à fond là, c'est hyper personnel. Hein, mais bon, je suis rentré hyper tard en France. Donc, du coup, je t'ai perdu dans le sens, je fais un Master 1, je fais un Master 2. Je pense que j'aurais pu clairement postuler directement en Master 2, comme mes amis l'ont fait. Et c'est très valorisant d'avoir fait LM et Erasmus. Elles ont tout de suite des très bons Master 2. Donc, vous pouvez directement rentrer du LM Master 1 et faire un très bon Master 2. Notamment ceux qui font droit européen. Je pense que c'est génial pour eux. Moi, je conseille quand même de faire un Master 1 en France parce qu'il y a un gap énorme. Tu as fait un Erasmus, tu as beaucoup moins travaillé qu'en France. Le Master 1 est très important en France, les matières sont vraiment considérables, quoi. Donc, je pense qu'il faut refaire un M1. Ce que j'ai fait moi. On n'est pas seul. Et donc, je pense qu'il faut refaire un M1. Ce que j'ai fait en alternance. C'était une bonne idée parce que ça fait travailler en pratique, quoi. Et puis, ça fait réaliser les matières de Master 1 qui sont nécessaires pour après en la M2 ou pour le CRFPA. Et après, donc, t'as fait un Master 2 qui me semble était pas mal, à ses côtés. Ouais. Donc, c'est lequel? Et est-ce que tu as réussi à rentrer dans ce Master 2 grâce à ton expérience en Angleterre? C'était pas que grâce, je pense, mais ça aide clairement. Donc, c'était un Master 2 en fiscalité à Paris-Dauphine. Je pense que oui. C'est lequel exactement? Bah, celui de fiscalité de Paris-Dauphine. Il avait pas un numéro là? Si, il y a 221, ouais. Si c'est connu, dis-nous-le. Non, mais toi, tu connais. Master 221, mais je pense pas que les gens connaissent. À part s'ils sont dans le milieu, dans le game, dans le tax game. S'ils connaissent pas maintenant, ils connaîtront tout tard. S'ils s'orientent vers le droit des affaires. Ouais, fiscalité, ouais. Ils repenseront à toi et à cette vidéo. Mais oui, donc sachez-le, faites Erasmus, ça vous servira. Honnêtement, ça sert beaucoup. Je vous le dis quand même, m'ont refusé en M2. Hein. Ouais, donc comme quoi. Pourtant, le Master 2 est moins coté à Aix qu'à Paris, que celui que t'as fait, non? Ouais, il est plus généraliste. Donc c'est le M2 de. Non, je dis pas son nom, ça craint. Olivier Négrin. Qui fait fiscalité et affaires, c'est un très bon Master 2. Et ils font pas que fiscalité, ils font fiscalité et affaires. Donc c'est plus large. Dauphine, c'est vraiment que la fiscalité. Voilà, vous savez tout. Et donc eux m'ont pris, et pas Aix. J'étais un peu triste parce que je venais de Aix. Donc voilà. Donc ça sert. Pas tout le monde le voit de la même façon, puisque Aix m'ont refusé et Paris m'ont dit oui. Mais le gros plus, clairement, c'est auprès de l'employeur. Parce que bon, le Master 2, c'est bien mignon. C'est vrai que ça se vend beaucoup, hein, c'est sur un CV, un Master 2. Mais auprès de l'employeur, dire j'ai fait un M2 à Paris ou un M2 à Aix, mais par contre, je suis bilingue. Pas bilingue, c'est un peu abusé, mais je suis vraiment à l'aise en anglais, à l'écrit, à l'oral. C'est un gros plus, quoi. Enfin, quand on ait fait le M2 de Dauphine ou de Assas ou de machin chouette. Bon, c'est bon quoi, les matières c'est de la fiscalité. Par contre, la plus-value qu'apporte l'anglais au quotidien, moi qui travaille dans des grosses boîtes, c'est vraiment important quoi. Donc voilà. Clairement, moi je vous le dis, c'est un gros tremplin. Pour moi, Erasmus c'est un gros tremplin pour vendre son anglais, pour faire un bon M2. Et qui dit bon anglais, bon M2 dit après bon travail. Je le vois comme ça. It's very hard to understand. Been that way since Belltime, man.